Pourquoi vous avez tout plaqué? Vous sembliez assez doué. Alors déjà, pour tout plaquer, il faut avoir commencé au départ. Moi, je suis jamais sûr d'avoir vraiment commencé une carrière bancaire, parce qu'autrement j'y serais resté. Donc c'est peut-être pour ça que je suis parti, parce que j'ai pas commencé. Et quand vous êtes parti pourquoi? Pour faire de l'alpinisme, ai-je entendu dire. Oui, parce que en fait, j'ai négocié mon contrat de départ. J'ai simulé une sorte de dépression, que j'allais pas bien. Enfin, j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi dans la banque. Donc, je m'endormais au bureau. Les gens me disaient, mais qui c'est cet homme? On croyait vraiment beaucoup en lui, et maintenant il passe ses semaines en vacances. Enfin, je prenais 3 jours de vacances sur 5, parce qu'il y a un moment on se remarque quand même. Et après, donc j'ai eu un plan social assez agréable. Et du coup, j'en ai pas du tout profité pour venir à Paris, mais je suis tombé amoureux, ce qui a un certain prix. À un moment, on vous le payait financièrement. Et puis j'ai fait des choses très bêtes. J'ai lu, j'ai écouté énormément de musique classique. J'ai fait beaucoup de montagne, de la planche à voile, des choses très 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 inintéressante dans le fond, mais je vivais simplement. Pourquoi inintéressante? Parce qu'elle ne rapporte rien, vous voulez dire? Ah, c'était vraiment, je flinguais du temps libre comme ça, voilà. Et c'était, voilà. Et je voyais que c'était tout à fait possible, que c'était agréable même des fois de strictement ne rien faire du tout, de se dire tiens, je suis dans la vie là. Et à quel moment alors avez-vous décidé de devenir Gaspard Proust, l'humoriste? Il y a eu un déclic, quelqu'un vous a dit tout à coup vous étiez drôle? Tout à coup, non, pas du tout. Oui, en fait, quelque part, oui, parce que j'avais une maîtresse avec qui nous faisions très bien l'amour au début, et avec le temps, ça allait de plus en plus mal, et je me suis dit, tiens, il faut que je me trouve un autre sujet d'occupation, et donc l'amour partant, c'est l'humour qui est venu, quelque part, c'est ça, c'est-à-dire que on me disait, mais tu me fais l'amour comme tu me fais rire, en fait, tu me fais plus rire finalement que là, quand tu me fais l'amour, et donc à ce moment-là a commencé la carrière de Gaspard Proust qu'on connaît, l'arrivée à Paris, dans des endroits miteux, et j'écoutais beaucoup la bohème à une certaine époque. Je me suis dit, mais tiens, moi qui étais riche autrefois, enfin riche, c'était pas riche du tout, c'était un cadre moyen, mais qui gagnait un peu bien sa vie. Mais quand vous êtes célibataire, c'est assez facile. Et là, on se dit, on commence une vie de romantique. Mon rêve, c'était d'arriver à Paris, rater ma vie en 1 an, mourir de la syphilis, laisser un bouquin inachevé. On se dit, mais quel génie, oubliez cet homme-là. Vous allez arriver à Paris au caveau de la République, je crois, hein, qui est pas immédiatement. D'abord, j'ai fait des petites scènes, et puis après, très vite, parce que j'ai eu le malheur de faire un sketch sur Sarkozy, une espèce d'imitation qui était pas mal réussi finalement sur le texte en tout cas, et du coup on m'a pas mal appelé dans les festivals, et dans les festivals on m'a repéré, dit oui, viens faire le caveau. Voilà. Ça paye, vous voulez dire de se payer le président de la République dans un sketch? À l'époque mais à l'époque c'était beaucoup plus anti-conformiste que là aujourd'hui, ça commençait, vous voyez, donc je suis arrivé au bon moment là-dessus. Et donc j'avais pas trop honte de le faire. Aujourd'hui c'est impossible. Vous voudriez pas qu'on vous passe l'enregistrement tout de suite là, j'imagine? Non, mais je vous dirais, j'avais 5 ans à l'époque, vous voyez. Mais vous inquiétez pas, je ne l'ai pas. Europe 1, regarde les hommes changer. Frédéric Tadei. Gaspard Proust au caveau de la République, il faut le dire, le nombre d'humoristes qui sont passés par là est absolument vertigineux, j'allais dire industriel. Est-ce que c'est l'industrie de l'humour que forcément vous condamnez, qui déjà, est-ce que vous avez eu l'impression d'y mettre un pied à ce moment-là dans le caveau de la République? Parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui passent, même en une soirée, il y en a beaucoup. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, c'est de l'industrie. Je pense que le caveau c'est vraiment tout sauf de l'industrie, parce que ça reste un lieu où vous avez 5 humoristes qui passent par soir, qui sont plus ou moins fixes là-bas. Alors sur de nombreuses années, forcément, ça fait beaucoup d'humoristes, mais donc moi, tous les plus célèbres, un jour ou l'autre, ils sont passés. Je sais pas si c'est systématique, mais non, c'était un beau plateau où en plus on s'amusait vraiment bien entre nous, même après. Je garde vraiment de très bons souvenirs. Et je l'associe absolument pas à une industrie, parce que je connais plutôt bien le propriétaire, qui aime bien les bons vins, avec qui je vais dîner de temps en temps, avec qui on partage des choses assez rares. Donc je pense que si ça avait été de l'industrie, c'est quelque chose que j'aurais oublié. Non, je regrette d'avoir utilisé le mot. C'était pour me dire, vous êtes dans le métier. Connoté, quand même. Oui, vous avez raison. Mais c'est le métier. Et voilà, c'est plus dans l'idée, vous êtes dans le métier, et comme le métier aujourd'hui, c'est professionnel. Voilà. Ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Oui. Comment avez-vous été reçu par les clients du caveau de la République, Gaspard Proust? Alors, l'horaire de 15h le jeudi, qui consiste principalement en personnes des maisons de maisons de retraités, qui je pense qu'à 1 mètre de la scène devine est-ce que c'est un homme, une femme. Des fois c'est un peu vertigineux. On se dit là c'est l'apprentissage du bide et du silence. Là vous faites un vrai. Là, vous êtes sérieux, vous étiez vraiment le jeudi à 15h et il y avait ça m'arrivait, oui, ça m'arrivait. Il y avait vraiment il y a des sorties comme ça.
Après, c'est le public, ça évolue. Vous avez tout. Mais c'est ça qui est bien, c'est que vous avez vraiment, il y a de tout au Caveau de la République. Donc on travaille avec tout le monde, on voit ce qui passe pas. Qu'est-ce que vous avez appris qu'est-ce qui vous a fallu apprendre plus exactement très vite en étant sur scène comme ça? Comment apprend-on son métier? Alors pour moi, c'était très simple, c'était assumer quand ça marchait pas trop, le silence, essayer d'avoir de la jouissance dans le fait de pas être compris. De tout prendre comme ça, de dire c'est pas grave, vous savez, je ne vous fais pas rire, mais je sortirai d'ici, je continuerai à respirer. Ça, vous le croyez ou pas? Et partir comme un prince, vous voyez l'orgueil, le terrible. Voilà, c'est là qu'est né cet air supérieur dont je parlais tout à l'heure. Ah non, l'air supérieur, c'était toujours été là. Vous l'aviez déjà avant. J'y reviens d'ailleurs, c'est un humour basé sur la supériorité. Est-ce que vous en êtes conscient? Non, alors ça, je serais très curieux d'avoir votre explication, parce que comme vous avez bien commencé l'émission avec cette citation, le tragique du je sais pas quoi qu'il faudra que je note d'ailleurs. Je disais que vous preniez tout au tragique et rien au sérieux, ce qui est le contraire de la société actuelle qui prend tout au sérieux et rien au tragique. mais donc ça forcément ça forge une espèce de supériorité. Non, parce que dans cette idée de supériorité, il y a un contentement là-dedans, alors que moi j'ai pas un contentement particulier là-dedans. Non. Laurent Ruquier va vous remarquer, il va devenir votre producteur. Oui. Vous l'avez accepté tout de suite? Petit à petit. Vous savez, les gens pas trop connus, moi je me méfie, je dis mais qui c'est cet homme-là, il fait quoi vraiment dans la vie? Voilà. Alors, c'était une première rencontre après un festival d'humour à Paris, où il m'a reçu à son émission, et je me suis dit, tiens, là, c'est quelqu'un, je me disais déjà à l'époque, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien travailler. On n'a pas du tout, forcément, on fait pas la même chose, mais du coup, c'était ça qui était intéressant. Et je me suis dit, je vais lui écrire une lettre, après être passé sur l'émission, et puis j'ai renoncé à ça. Je me dis, non, si ça doit venir, ça viendra. Et puis, un an plus tard, comme par hasard, non, mais je crois pas à ces histoires de minauderie. Enfin, je sais, vous savez, d'aller tirer les pantalons. Allez, s'il te plaît, ça marche pas en amour. Ça marche. Je pense que, en tout cas pour moi, ça ne marche pas. Il y a des gens qui savent très bien faire ça. Moi, je suis pas de ceux-là. Donc, je me suis dit peut-être qu'un jour, si vraiment on a envie de travailler ensemble, ça arrivera. Et un an plus tard, il est venu au Caveau où il y avait cette soirée. Et c'était plus intéressant aussi pour moi parce qu'il allait vraiment voir mon travail, ce qui n'était pas le cas à l'émission. Et voilà, là, peut-être ça passe, ça ne passe pas. Mais j'avais pas plus de pression que ça. Parce que moi, je crois que les choses se font de toute façon. Ou elles ne se font pas de toute façon. À quoi ça sert un producteur pour un humoriste, Gaspard Proust? Pour un film, on comprend bien. Il faut qu'il trouve de l'argent pour pouvoir faire le film. Il y a une émission qui est très très médiatisée, enfin qui a beaucoup d'importance dans le peuple, qui s'appelle Ce soir ou jamais. Je pense présente par un certain TDI, et qui reçoit parfois des gens avec l'étiquette humoriste. Et j'ai eu la chance de faire cette émission remarquable, et je ne l'aurais pas fait s'il n'y avait pas cette étiquette humoriste. Donc je pense que ça a aussi permis, vous voyez, de pouvoir faire des émissions comme ça à terme. D'avoir un producteur, vous voulez dire. Je pense. Vous savez, mais on comprend mal le rôle. Est-ce que c'est un producteur artistique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous conseille, c'est un peu comme un manager, ou est-ce que c'est quelqu'un qui investit pour que vous puissiez vous produire sur une scène? Alors ce qui est très agréable, c'est quelqu'un qui investit de toute façon et qui me conseille quand je lui demande un conseil. Donc c'est pas quelqu'un qui me dit ah non là ça ne bouge pas assez, tu devrais dire ça. Enfin moi quand je lui demande un avis, voilà, et c'est toujours intéressant. Mais moi je suis très preneur de qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que les gens voient, qu'est-ce qu'ils comprennent pas, là. Parce que et donc ça permet tout. Enfin, Ruquier, c'est quand même, j'ai fait un saut tout à coup. Voilà, j'arrivais, moi j'avais fait des scènes, des festivals, des petits trucs, le Caveau, et tout à coup on arrive au studio des Champs-Élysées avec une vraie programmation, c'est dans une vraie salle avec tout, enfin tout ce qui va avec un. Et vous avez trouvé ça agréable, cette vraie salle? Le studio des Champs-Élysées, c'est pas une très grande salle, mais c'est une salle très jolie, très confortable, très commencé quand même chic, à 230 personnes. Oui, avenue Montaigne, je trouvais que c'était, je sais pas pourquoi, j'aimais bien ce nom. Je dis Montaigne, ça doit être un endroit très gauche comme ça, très très philosophie. Et après j'ai vu tous les magasins Gucci, après je dis qu'est-ce que c'est bizarre quand même, l'ironie de l'histoire. Voilà. Et non, c'était un pari aussi pour les gens de la salle. Je peux vous dire que quand ils ont vu la Générale, ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y avait pas de spectateurs aussi, donc c'était un peu bizarre. Et puis après, petit à petit, ils ont pris confiance, ils sont rassurés, ils se sont dit, mais finalement, c'est génial ce qu'il fait ce type-là. Au fur et à mesure que la salle se remplissait, vous voulez dire? Souvent, c'est lié, vous remarquerez.